Bonjour Dominique Steller. Bonjour. Alors je suis ravie Dominique, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même par ailleurs, c'est quand même plus sympa. Je suis ravie Dominique de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'accorder un peu de temps pendant cette semaine un peu challengeante, ce défi qui est pour moi de conduire un challenge sur une semaine sur les notions de conflit et comment transformer ce conflit en opportunité. Ce que je vais te proposer, Dominique, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu puisses te présenter. Oui, donc je suis docteur en management et psychologie d'une université anglaise. Je travaille depuis maintenant le milieu des années 90, initialement sur les questions de souffrance, de fragilité, de stress au travail, qui doucement ont glissé vers les questions de bien-être, d'épanouissement, etc., et qui depuis 2008 se sont complètement orientés sur la question de la paix économique, sur laquelle on reviendra, mais qui en gros va concerner à la fois la question de l'intime, qui je suis dans les situations de conflit, si je le ramène au thème d'aujourd'hui, à la question relationnelle, comment je suis en relation avec l'autre, et à la question organisationnelle, comment, si je parle du conflit, le conflit va se développer en intra-organisation ou inter-organisation. Oui, je crois qu'on est au cœur du sujet en ce moment. Nous avons des faits dans notre société qui montrent à quel point ces notions, notamment de paix économique, sont importantes et des messages que tu véhicules par des conférences depuis de très nombreuses années, par l'intermédiaire aussi, puisque quand même te dire que tu as une chaire. Oui, tout à fait. Je suis quand même. chaire UNESCO qui s'intitule Chaire UNESCO pour une culture de paix économique. C'est ça. Très heureux quand l'UNESCO a validé le processus, n'est pas simple et puis s'est resserré les dernières années. L'objet d'avoir une chaire UNESCO, c'était de rendre les choses plus visibles, leur donner un peu de crédit et arrêter de lutter contre la vision très angélique que les gens peuvent avoir de la paix. Là, Oui. on parlera tout à l'heure sur la vision conflictuelle. La paix nécessite une qualité à faire face à la confrontation qui est importante si on veut vraiment pouvoir y contribuer. Et puis peut-être un petit peu en amont dans mon parcours, parce que j'en parlerai sûrement aussi tout à l'heure, il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, c'est mes études en langue et civilisation chinoise à l'École des langues orientales. J'y reviendrai tout à l'heure sur le regard très culturel qu'on peut avoir sur le conflit. Le deuxième point, c'est ce qui va devenir, c'est ce qui va me permettre de mettre en expérience une partie de mon sujet de recherche, qui lui aussi duré toute ma vie, c'est que j'ai été officier pilote de chasse dans la marine. Et la question du conflit, l'un des intérêts, c'était de pouvoir l'aborder en dehors des livres, pour aller vite. Et le troisième élément, c'est qu'en fait, mon sujet de vie principal, qui est devenu un sujet de recherche, c'était vraiment la question entre puissance et fragilité, qui là aussi va venir, bien sûr, s'activer dans la question du conflit, puisque si je prends les deux opposés, je pourrais voir quelqu'un dans le conflit comme se disant « il faut que je gagne parce que c'est ça être fort ». Et je peux voir quelqu'un dans le conflit qui dirait « moi, j'aime pas y entrer parce que je suis fragile ». Oui, tout à fait. Ce sont la plupart du temps les deux postures qu'on peut rencontrer. Voilà. Et on pourrait, à l'inverse, si on avance sur le chemin sur lequel on va aller, considérer que ma puissance, j'ai intérêt à la gérer différemment si je veux qu'elle soit utile dans le conflit, et que ma fragilité, ou si j'utilise d'autres mots, prendre une position basse dans un conflit peut être un bon moyen de pouvoir un bon moyen, tout à fait. Super, donc merci pour ce partage de ton parcours qui est en effet assez impressionnant et on va rentrer, je te propose de rentrer vraiment dans le vif du sujet pour essayer de balayer un peu des préjugés et d'être dans une définition claire de la notion de conflit en fait. Qu'est-ce qu'on entend par conflit ? Et comment on peut bien le définir pour mieux l'appréhender, en fait. Alors là, tu m'attrapes au vol, parce que demander à un chercheur une définition claire, c'est le mettre dans un... Ouais, écoute, il faudrait que je te challenge aussi. C'est la semaine du challenge, hein, Dominique. Parce que sur la définition claire, je vais démarrer par un point qui est pour moi majeur, qui est la partie très relative de ce qu'on alloue au conflit en fonction de notre culture. Parce que c'était un des points que j'ai soulevé tout doucement tout à l'heure en parlant de mon parcours. En fait, ce qui est intéressant, ce qui a été intéressant pour moi de passer par une autre culture qui était la culture chinoise,
ça a été entre autres sur ce sujet-là de me rendre compte qu'il y avait vraiment des positionnements qu'on peut voir nous comme étant complètement naturels. Et on est dans le monde occidental dans quelque chose que je pourrais résumer en disant le conflit est fondateur, c'est ce qui va me permettre d'exister en fait. Et on le retrouve de plein de manières, y compris si je le pousse un peu dans son côté drôle et un peu jusqu'au boutiste, les Français sont des râleurs, parce qu'en étant râleur, j'existe, c'est une façon d'exister, oui. Et en tout cas, si je le dis de façon moins drôle, on a vraiment un regard dans le monde occidental qui semble dire « je vaux parce que je me redresse contre le courant du monde ». C'est ma capacité à m'opposer à la voie principale, c'est ma capacité à me redresser contre le courant qui va me faire exister. Ça, on le retrouve d'un point de vue pédagogique ou d'un point de vue développemental dans tous les endroits qui correspondent à nos diplômes, à nos médailles, enfin tout ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir se distinguer des autres. Dans le monde chinois, on a quelque chose de diamétralement opposé. Et je vais prendre une précaution. Dans tout ce que je vais dire, n'entendez ou n'entendons pas que je vais dire le monde ou la culture chinoise sont meilleurs. Je l'utilise juste pour dire, s'il y a des façons différentes de le percevoir, c'est que la nôtre n'est pas la façon universelle. Dans le monde extrême-oriental, là je vais prendre l'appui sur la Chine, la vision est beaucoup plus de la vie est un flux d'énergie, est un flux qui se déroule, et bien gérer les conflits, c'est surtout pas me redresser contre le flux, c'est au contraire avoir le plus de discernement possible pour trouver quel est le flux du moment et pouvoir m'inscrire dans le flux du moment sans faire trop de remous. Et ma capacité de gestion va être plus celle de coller à ce qui est en train de se passer pour pouvoir mieux l'accompagner, un peu au sens du judo, d'aller saisir l'énergie qui est en train de m'arriver pour pouvoir la faire passer. Il y a un très joli mot en japonais qu'on retrouve dans les arts martiaux japonais qui s'appelle taisabaki. Taisabaki, c'est un petit geste où on efface doucement le haut du corps avec un des pieds qui recule. Et quand on regarde l'étymologie et les caractères chinois qui ont été utilisés pour taisabaki, on voit qu'il y a un double mouvement qui est en même temps un effacement et un entrée. C'est-à-dire que je vais au contact, mais sans vouloir prendre la puissance de face. Ce qui est une bonne image, je trouve, pour le conflit, parce que le taisabaki, c'est pas éviter, c'est pas laisser la force s'en aller. Au contraire, je rentre. C'est comme si j'entrais dans une ouverture de porte. Je vais vers l'autre, mais j'ai un tout petit effacement parce que j'ai pas besoin de prendre sa violence. Et dans cette perception-là, il y a un auteur dont je me souviens, qui est un auteur, l'ouvrage que je vais citer est assez ancien, je pense qu'il est début des années 90. C'est un sinologue français qui est d'origine, qui est à l'époque yougoslave, je ne saurais pas dire s'il était serbe ou autre, qui s'appelle Kamenarovic, et qui avait écrit à l'époque un livre qui s'appelait Une vision du conflit, différence entre Orient et Occident. Et il posait vraiment les choses de cette manière-là, c'est-à-dire un rapport conflictuel. D'ailleurs, si je le ramène à l'actualité, on voit bien, quand on observe d'un point de vue géopolitique comment fonctionnent les Chinois et les Américains, qu'on a deux mondes diamétralement opposés sur le conflit. On a d'un côté l'Américain, où c'est presque tout le temps du bulldozer, et c'est moi le patron, et bim, je t'envoie un gros missile en pleine tête. Est-ce que c'est efficace des fois? Et de l'autre côté, on a le monde chinois qu'on entend moins, qui fait moins de bruit, mais je vais aussi prendre un exemple particulier. Le monde chinois n'a pas fait de bruit par rapport à l'Afrique, qui dans les siècles ou années, encore aux dizaines d'années, était très influencée par le monde occidental. Aujourd'hui, à peu près partout en Afrique, la Chine domine de façon incroyable, mais personne n'en a jamais entendu parler. Personne n'en a jamais entendu parler, mais beaucoup plus glissé. Voilà, tout ça pour dire quoi? C'est attention, parce que la notion de conflit est totalement relative. Et puis là, je l'ai positionné au niveau des grandes cultures. Pour le ramener à nous qui sommes des personnes, je peux très bien le positionner d'un point de vue familial. Je viens d'une famille dans laquelle ma grand-mère paternelle avait un petit mot qui était de dire il faut absolument qu'on soit proches les uns des autres tout le temps, ce qui était une très jolie chose, un très joli engagement, surtout avec une famille très nombreuse. Mais ça a provoqué quelque chose d'incroyable, c'est que le conflit était interdit. C'était impossible d'exposer la difficulté, d'exposer la tension avec l'autre, puisque la règle première, c'est il ne faut pas être en tension avec l'autre, il ne faut que l'aimer. Donc on a aussi des cultures familiales et des fois des cultures professionnelles ou des cultures métiers qui vont nous emmener dans des visions, dans des rapports au conflit différents. Ça, c'est mon premier. Ça me fait penser aussi à la culture arabe, tu sais, où dans la famille, il y a beaucoup plus d'éclat de voix, il y a beaucoup plus, alors, du bruit, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, il y a un rapport comme ça à la notion d'affrontement, qui est complètement contraire à notre culture, en fait, française, par exemple. Et c'est vraiment particulier. Et moi, je le vois bien
dans le cadre de mon activité professionnelle où c'est pas un sujet pour eux que d'être dans des éclats de voix. Au contraire. Et par contre, ils ont des systèmes pour penser le collectif et être dans le collectif et régler les conflits de manière collective avec des comment ça s'appelle, des traditions comme le Taj Mahal, qui est une médiation collective qui a existé chez les Berbères, qui quand même reste dans les cultures. Donc voilà, on a en effet, et merci de le présenter comme tel, des définitions qui sont différentes, en fait, et des approches en fait qui sont différentes de la notion de conflit. Et si on devait juste dire en 2 mots, alors, parce que tu as évité la question, la réponse à la question, est-ce qu'on pourrait faire quand même une proposition? Est-ce que le conflit, c'est juste pas normal? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de normalité que d'être en conflit? C'est être en opposition avec l'autre, tout simplement. C'est pas un mal que d'être en conflit. Ah, d'accord. J'étais pas sûr d'avoir compris ce que tu avais demandé. Non, au contraire. Si on revient sur ce qu'on vient de partager à l'instant, c'est-à-dire qu'on a tous des constructions de la représentation de la réalité, forcément nos constructions vont se rencontrer, et quand elles vont se rencontrer, il va y avoir des déséquilibres, des désaccords. Donc des frottements, si je le prends dans le plus léger du conflit, jusqu'à des guerres, si je le prends dans le plus dramatique du conflit. Donc il n'y a rien d'illogique à ça. Là, par contre, il y a un point d'attention intéressant, c'est que dans le monde occidental, on a souvent rattaché des accords et des amours. Et là, on a quelque chose qui n'est pas simple à gérer, parce que l'un ne veut pas dire l'autre. Et on l'a rattaché, entre autres, parce que notre modèle éducatif est très fortement centré sur la recherche de connaissances à travers une régulation carotte et bâton. Dès tout petit, ce qu'on nous enseigne, c'est d'être gentil avec maman ou avec papa, pour ensuite être reconnu par l'instituteur ou l'institutrice, etc., etc. Et on rentre dans un cycle où ce qui va me permettre de savoir si je suis bien reconnu, ça va être la récompense que j'obtiens. Donc forcément, la question du conflit, elle vient perturber un peu tout ça et elle est vue négativement par rapport à tout ça. En tout cas, je parle de manière générale, puisqu'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas ce souci-là, bien entendu. Mais ce rapport à la carotte et au bâton va provoquer chez nous, à un moment donné, cette confusion entre des accords et des amours, qui va faire fuir la question du conflit. Chez moi aussi, de façon très nette, je le perçois très directement. Et là, il y a tout un travail à entendre que le conflit, c'est pas qu'il est à rechercher, c'est juste que c'est un fait dans ses aspects les plus faibles jusqu'à ses aspects les plus puissants. Maintenant, je vais rajouter un point. Puisqu'on est en plein dans cette situation-là avec ce qui se passe au niveau international, que ce soit politiquement ou en termes de guerre, de géopolitique, traîne dans le paradigme occidental quelque chose que j'ai revu ce matin dans un post sur un réseau social, qui est de toute façon, Sapiens, qui est par nature agressif, ne peut pas aboutir ailleurs. Et là aussi, c'est une représentation. C'est-à-dire que, et elle va jouer dans les conflits, y compris les conflits interpersonnes. C'est de toute façon, le présupposé, ce serait, même quand l'autre est sympathique, il faut que je sois attentif ou attentive, parce que tôt ou tard, il risque de me croquer le mollet, puisque c'est sa nature. Le vocable de paix en Occident étant un pacte, et un pacte, c'est bien un temps entre deux conflits. En fait, quand on regarde les travaux d'anthropologie, et ça tombe bien, parce que je suis dans un nouveau volet d'anthropologie intéressant, ce n'est pas du tout ce que nous présentent les anthropologues, les éthologues, etc. On est plutôt sur un schéma chez l'être humain qui est un schéma par nature collaboratif et bienveillant, et ce sont ultérieurement les systèmes politiques ou politico-économiques qui doucement vont faire valoir la hiérarchie, faire valoir la verticalisation, le classement vertical, parce qu'il va permettre à ceux qui seront le plus puissants ou les plus puissants de pouvoir dominer et de pouvoir percevoir encore plus. Et de façon assez contre-intuitive, c'est plutôt les milieux d'abondance qui ont généré cette verticalisation et ces tensions, plutôt que les milieux de rareté. Anthropologiquement, au sens paléo-anthropologie, on se rend compte que dans les zones de rareté, la prédominance de la bienveillance et de la collaboration est bien plus forte. Dans les zones d'abondance,
le conflit est bien plus fort. Tout ça pour dire une seule chose, puisqu'on est en train de rentrer tout doucement dans une longue introduction. Le conflit n'est pas de l'ordre de notre nature, il est aussi, lui, de l'ordre d'une culture particulière qui va être influencée par les milieux, par le secteur, par la famille, par tous ces Oui. éléments. Ça me fait penser à deux réflexions par rapport à ce que tu exposes. La première, c'est dans ma posture de formateur, quand je vais en école de commerce et puis où je forme à la négociation, peu importe. J'ai les jeunes, quand on les met en situation de simulation, pour beaucoup, hein, sont dans une dynamique où l'autre forcément est un ennemi. Forcément, l'idée, c'est de ne pas se faire avoir. En fait, déjà, il y a un présupposé et il y a une perception déjà où tu rentres en négociation et la personne en face, forcément, va vouloir prendre le dessus, va vouloir te faire aller à un endroit où tu ne veux pas et donc tu dois prendre l'ascendant. Ils ont une vingtaine d'années, donc ils n'ont pas encore mis réellement le pied dans le monde de l'entreprise. Donc, ça m'a toujours énormément étonnée. Et une autre réflexion qui me vient, c'est quand tu prends un enfant. Moi, j'adore les enfants. Parce que tu vois un petit bébé, tu vois, 2-3 ans, ce sont des individus qui sont ouverts à l'autre. Peu importe qui tu es, ce que tu portes, tu as des enfants qui vont vraiment être ouverts à l'autre personne, que ce soit un mendiant, quelqu'un de noir. Enfin, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de. Donc c'est là où tu vois toute la force de l'environnement et du contexte et de ce que tu décris, qui dirige en fait et qui oriente notre être au monde en fait, dans notre collectif. Et peut-être pour poursuivre ce que tu viens de dire, parce que ça complétera l'image, notre culture, donc à chaque fois que je vais dire notre culture maintenant, je vais parler de moi blanc français vivant en Occident, a vraiment très fortement développé à travers ce que tu dis la question de avoir raison. On est presque tout le temps dans nos relations dans une posture de est-ce que je vais avoir raison? On n'est pas dans une posture de partage, on est dans une posture de compétition, donc de victoire. Comment je vais me positionner? Il se voit très très bien dans des discussions, même non conflictuelles. Ce qu'on appelle débat en Occident, en fait, ce ne sont pas des débats. Ce sont des gens qui viennent défendre leur idée, qui vont tenter de faire passer leur idée. Mais il n'y a pas de volonté la plupart du temps de construction. En plus, les médias s'en servent bien parce que plus ça va frotter, plus ça va attirer les yeux. Donc le avoir raison, j'ai une autre petite phrase aussi qui me plaît beaucoup là derrière, elle est de Thomas Dansbourg, que je connais plutôt bien, et ce sujet-là a toujours été une discussion. Je suis désolée, je suis de garde, moi. Je suis en dog-sitting. Qui est vraiment cette question pour toi de dire, dans la vie, on a deux options, avoir raison ou être heureux. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et j'insiste pour que les auditeurs entendent que cette question-là aussi, de la confrontation, etc., n'est pas naturelle. Je n'ai pas de raison particulière d'avoir raison. Par contre, comme depuis tout petit, on m'a mis dans un système éducatif dans lequel il faut que je gagne, parce qu'il faut que j'ai la meilleure note, il faut que j'ai le meilleur classement pour avoir la meilleure école, pour avoir le meilleur job, etc. Oui, j'ai fini par croire que ce qui a été de l'ordre d'une habitude est en fait une nature. Et non, ce n'est pas une nature, c'est simplement devenu une habitude, et j'ai beaucoup de mal à me sortir de la dimension compétitive et de la dimension du avoir raison. D'autant plus que depuis tout petit, on m'a fait comprendre que si j'ai tort, c'est donc que je ne vaux pas. Oui. Et pour nous qui avons été éduqués à la carotte et au bâton, ne pas valoir, c'est le pire de tout. Il faut absolument valoir, au risque de complètement se comporter uniquement à travers le regard de l'autre et pas du tout à travers nos propres valeurs. Ça c'est certainement un point clé sur la question du conflit, qui rejoint ton idée de « je vais me faire avoir ». Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui s'est développé. Et là, c'est intéressant. Stepanov, dont je suis en train de lire l'ouvrage qui s'appelle « Attachement », montre vraiment à quel point cette question-là va apparaître assez tardivement, en fait, si on regarde l'évolution humaine. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout quelque chose qui aurait été antérieur et qu'on aurait gardé comme une vieille trace dans les gènes, qui serait qu'on serait des personnages agressifs. Absolument pas.
Au contraire, les êtres humains sont les seuls animaux, les seuls mammifères qui spontanément ont une ouverture à la collaboration, à la bienveillance. Je vais écarter un peu, puisque tu as un chien près de toi, au lien interespèce. Oui. Et dans cet ouvrage, c'est intéressant de montrer à quel point cette ouverture au lien interespèce a fini par avoir une influence sur les autres animaux aussi, sur les autres espèces. Et je lisais ce matin quelque chose de très intéressant, et je n'utilise cet exemple que pour montrer, si je reviens à notre journée du conflit, là, que pour montrer que le conflit n'est pas quelque chose de fixe, et ce n'est pas une représentation de nature, puisqu'il prend un exemple ce matin que je trouve très judicieux pour raconter ça et pour montrer comment l'être humain, par sa nature plutôt collaborative, va avoir une influence sur les animaux. C'est le petit schéma qu'il présente d'une forme de sélection des loups, ou des jeunes loups qui deviendront des chiens, donc ça date d'il y a très longtemps, à travers le regard, puisque les humains regardent très vite, c'est une de nos façons d'entrer en contact, et ils vont donc se mettre à présélectionner les jeunes louveteaux qui les regardent aussi. Alors si on le regarde d'un point de vue biologique, il se passe quoi? C'est que quand on se regarde dans les yeux, entre humains ou entre humain et animal, on déploie de l'ocytocine dans le cerveau, qui est l'une des hormones du bien-être et du bonheur. Donc les humains ont eu tendance à avoir ça, mais ce que lui présente qui est intéressant, c'est que petit à petit, les animaux tirant profit, eux aussi, premièrement parce qu'ils ont l'ocytocine, mais une fois qu'ils l'ont reçu, en plus ils reçoivent de la nourriture, ben, ils font eux aussi une forme de sélection qu'ils programment eux de la même manière que nous. Donc on a vraiment un point de départ qui est plutôt basé sur cette question de collaboration interespèces. Je ne suis pas allé en fait au bout de mon exemple, donc je vais le terminer. Plutôt qu'un point de départ qui est une agression vis-à-vis du monde extérieur, c'est-à-dire d'un être humain tellement puissant qu'il est en haut de la chaîne alimentaire et qui vient détruire. La fin de l'exemple, elle était pour moi tellement parlante, ça va paraître complètement trivial, mais c'est très très parlant. L'exemple qu'il donne, c'est de dire, mais regardez dans une ferme ou regardez chez vous si vous avez un chat ou un chien, etc. Lui prend l'exemple de ses petits canards, il avait un chat, il dit, mais j'avais des canards, quand ma canne a eu des canetons, j'ai eu très peur en me disant, mais mon chat va bouffer les canetons. De la même manière que quand on va au bord du lac, il essaye d'attraper les poules d'eau. Eh ben non. Comme si le chat, ou comme si moi j'ai un chat et un chien, comme si mon chat et mon chien, alors qu'à l'extérieur, mon chien peut foncer sur le premier chat qu'il voit, en intérieur, il y a une espèce de régulation interespèce qui s'est mise en place sans qu'on ait eu besoin de la formater. Le chat de la ferme, ben, il ne bouffe pas les poussins de la ferme. Par contre, il est capable de manger un poussin ou un oisillon à l'extérieur. Et donc, tout ça pour dire quoi? On voit bien que ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la nature, le mode agressif. C'est quelque chose, en tout cas, le mode prioritairement agressif. Il l'est, bien avant les humains, mais l'humain va avoir cet intérêt de pouvoir développer un autre élément. C'est super intéressant cette approche interespèce. Alors, si je comprends bien, conflit, c'est pas violence. Non, tout à fait. Et juste avant, je reviens tout de suite à ta phrase, mais j'ai une dernière chose qui me traversait l'esprit de ce travail en éthologie et en anthropologie, c'est pour les chercheurs de montrer que parmi les éléments très distinctifs de l'être humain par rapport à nos plus proches que sont les grands singes, chimpanzés, bonobos pour prendre les deux plus proches, le distinguo fondamental, c'est très clairement la question non pas de l'empathie, puisque les singes ont aussi de l'empathie, et d'autres animaux ont aussi de l'empathie, mais plutôt les valeurs d'entraide, de soutien et de justice, et de honte, qui sont les éléments que ces anthropologues évoquent, qui, eux, sont naturels chez les humains, alors qu'il n'y a aucun autre animal qui l'a en présent. Donc, pour revenir à la question, oui, conflit n'est absolument pas violence. Conflit, premièrement, parce qu'il peut être uniquement verbal, il peut être verbal sans être violent, puisqu'il pourrait aussi y avoir de la violence verbale. Il peut être tout à fait de l'ordre de ce que j'appelais tout à l'heure la friction. Si j'ai besoin d'une vis d'une certaine taille pour le trou dans lequel elle doit rentrer, il y a conflit si elle n'y rentre pas. Et le conflit, c'est en fait la perception d'un problème entre ce que j'imaginais qu'il allait se passer et non, ça ne se passe pas. Ça va être ça son point de départ. La violence, ça va être une des stratégies que va développer l'une des deux parties pour tenter de faire face et de résoudre. Mais c'est simplement une des stratégies. Et encore une fois, pour revenir à la dimension très sociale ou très anthropologique, on va avoir des cultures
qui vont valoriser la violence pour sortir du conflit, là où on a des cultures qui vont valoriser la discussion. On va avoir des cultures qui vont valoriser l'individu quand il y a conflit, là où on a des cultures qui vont valoriser le collectif. Ouais. C'est pour ça qu'au Canada, par exemple, pour faire un petit focus, moi, quand je suis partie au Canada, tu sens toute la culture de la discussion, en fait, de l'échange, de la compréhension de l'autre et du collectif par l'histoire, en fait, de ce pays. C'est extrêmement intéressant de voir comment, quand les Anglais sont venus au Canada, qu'ils ont envahi les territoires avec les autochtones, voir comment les autochtones ont, avec les Anglais, réussi à faire des cercles, se mettre autour d'un cercle pour amener de la discussion pour régler les questions de territoire et de présence. C'est hyper intéressant de voir comme de cette histoire-là est né un pays aussi tourné vers une culture de l'amiable, on va le dire comme ça, mais une culture de l'autre, de la prise en compte de l'autre et du collectif et de la gestion du conflit par la discussion. Et ça, on le retrouve en fait dans toutes les cultures où l'oralité a primé. Oui, tout à fait. On est nous une culture de l'écrit. On est devenu, en tout cas, une culture de l'écrit. Je dis qu'on l'est devenu parce que je me sens pas Mathusalem, mais je me vois très bien gamin et voir mon grand-père serrer la main du gars avec qui il est en train de dire « Ok, on y va, on fait ça ». Et c'est la parole qui prévaut, il n'y a aucun écrit. Et dans toutes les cultures de l'oralité, on retrouve beaucoup ce que tu viens de décrire aussi en Afrique, avec l'arbre à palabres. Tout va se résoudre en dessous de l'arbre à palabres. Et je me souviens avoir lu le résumé d'une thèse il y a longtemps, enfin au début des années 2000, donc ça commence à faire longtemps, d'une jeune Ivoirienne qui avait fait sa thèse de droit sur les avantages et inconvénients du droit oral par rapport au droit écrit. Et on est vraiment dans cet endroit qu'on est en train d'évoquer sur le conflit, où si je me réfère au conflit, l'un des intérêts du droit écrit, c'est très clairement son historicité. On sait que c'est là, il y a de la trace, il y a des moyens de rechercher, de retrouver, même si on n'était pas en rapport avec ce qui s'est passé au départ. Pour moi, sa limite principale, c'est la confiance, c'est la relation. Tout à fait. C'est très clairement cette dimension-là, parce qu'elle l'a laissé petit à petit de côté, la dimension de relation, la dimension de la parole, de l'échange, du regard, du sourire, tout ça a été mis de côté par l'écrit, à tel point, si maintenant je bascule dans les désavantages de l'écrit, que tout à coup, on a des experts, dans le monde juridique on en trouve, on a des experts de l'analyse du texte pour bien montrer qu'il y a des contradictions dans le texte et donc qu'il y a des failles qui ne disent pas ce que le texte est semblé dire. Et si vous arrivez derrière en disant « mais si, c'est bien ça que je voulais dire, votre parole ne vaut pas », puisque dans le texte, vous avez dit autrement. C'est-à-dire que même si vous dites « non, c'est pas ce que j'ai dit », on va vous répondre « oui, mais c'est ce que vous avez écrit ». C'est ce que vous avez écrit. Et ça, c'est beaucoup plus grave. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, voilà. Et là, on voit bien que ce rapport-là, alors que dans le monde de l'oralité, l'inconvénient, c'est le problème historique. On est obligé d'avoir des mémoires qui sont là pour le retranscrire. Mais l'avantage, on sait très bien que les mémoires peuvent dériver et qu'on va avoir à un moment donné des choses qui vont bouger. Par contre, on a un autre système qui se met en place, c'est très clairement le système de la relation. Et la relation va prévaloir sur l'individu, en fait. Ouais, et du coup, la confiance va prévaloir aussi. Donc, la capacité d'entrer dans le conflit et de le discuter va être fondamentale. Qu'on soit en Amérique du Sud, chez les Kogi, dans leur maison des lois, ou qu'on soit chez les Africains sous l'arbre à palabres, ça va être la même question. C'est l'oralité qui va régler la situation. Ce qui n'est pas notre cas dans notre culture occidentale, où c'est la règle de droit qui est là pour réguler le conflit. À tel point que dans un conflit interpersonne, et je vais mimer rapidement quelque chose, on peut très bien se retrouver dans une situation où la personne vous dit « mais c'est pas ce que vous avez dit 2 minutes avant ». Et vous pourrez vous défendre, il va falloir sacrément vous embêter. Vous pourrez, si vous êtes tranquille, dire « ok, c'est vrai, je ne l'ai pas dit comme ça, mais en fait, c'était ça mon intention, je n'ai pas utilisé le bon vocabulaire ». Non, l'autre va rester centré que ce n'est pas ce que vous avez dit. Et là, on voit que la capacité de négociation, puisque si on entre dans le conflit, elle va apparaître petit à petit, elle s'est beaucoup effritée par rapport à cette culture du droit écrit. Tout à fait.
Maintenant qu'on a quand même fait ce petit focus un peu sur les notions et les concepts et la notion du conflit, on va peut-être pouvoir mieux appréhender ce qu'est la paix. Forcément, voire même aller balayer un peu des stéréotypes et des présupposés de ce que l'on entend par amiable ou gestion de conflit. Je crois que c'est important parce que de faire ce petit focus-là, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses autour de ces mots-là, paix, amiable. Alors, toi, ça a été beaucoup dans le monde, puisque tu as vraiment fait beaucoup la promotion de la paix économique et tu t'es heurté, et j'aimerais bien que tu puisses raconter comment tu as pu te heurter à cette problématique par rapport à ce verbatim paix économique. Et nous, dans le monde, alors quand je dis nous, c'est nous, les soldats de la paix, de l'avocature, dans le monde judiciaire, si tu veux, avec le développement des process amiables et des techniques de résolution de conflits qui transforment complètement le paysage judiciaire et qui en donnent une vraie définition sans la nommer. C'est ça qui est problématique. C'est qu'on change de paradigme sans réellement le nommer. C'est compliqué de faire société quand tu n'arrives pas à nommer quand même les choses. Amiable, c'est le monde des bisounours, c'est celui qui n'arrive pas à gérer le conflit, celui qui ne veut pas s'opposer. Voilà, on est vraiment considéré, en tout cas, il y a une déconsidération, alors qu'au contraire, alors, pour ceux qui pratiquent tous les outils de l'amiable, tous les process de résolution des litiges et qui sont vraiment, qui ont développé leurs compétences en qualité de négociateur, on sait à quel point c'est complexe. C'est énormément compliqué de travailler avec ces outils-là. J'aimerais bien t'entendre sur ça. Bien, en fait, tu touches pour moi un des points capitaux. C'est très difficile à aborder dans notre culture. On est dans une culture de l'immédiateté. On est dans une culture du binarisant. C'est juste, c'est faux, c'est coupable, c'est innocent. C'est complexité versus simplicité. Et on est dans une culture de la simplicité. Moi, j'ai vu surtout les entreprises et les organisations, tout ce qui est de l'ordre de la complexité, ça gêne. J'ai pas le temps. On est dans le guidon, il faut que j'avance. Il n'y a pas très longtemps, quand j'ai parlé d'une situation de paix économique, je saute un peu loin, mais dans lequel une entreprise avait travaillé sur une convention pour réguler la capacité à créer de la valeur avec des fournisseurs, une entreprise m'a répondu, mais oui, mais ça devait être une multinationale, ils ont le temps, moi j'ai pas le temps, je suis venu dans le guidon. Et aujourd'hui, si je reprends un exemple politique du moment, si on écoute les mots de Trump, en dehors de tout ce que je peux penser de Trump, on entend derrière son discours quelque chose qui parle de l'immédiateté. C'est efficace immédiatement. Oui, tout à fait. Ça tombe comme ça. Ce que je pourrais traduire par son inverse en disant, on est dans une culture qui n'aime pas la complexité. Donc tout ce qui va parler de la complexité, c'est casse-pied, c'est long, ça va prendre des termes, c'est trop académique, c'est de la philo ce truc-là. Mais nous, on n'est pas dans la philo, on est dans l'agir. Sauf que l'agir qui ne réfléchit pas à la philo, c'est un agir qui systématiquement va être teinté de biais qui seront dramatiques parce qu'ils ne permettront jamais d'aboutir. Après, dans cette culture qui est la nôtre, on a aussi derrière toute la dimension de la culpabilité qui est rattachée aussi à la dimension des grands monothéismes. Et il y a c'est soit je suis coupable, soit je suis innocent. Quelqu'un qui travaille dans la justice sait très bien que, ok, la règle va faire qu'on va déterminer quelque chose, mais en arrière-plan, c'est toujours quand même beaucoup plus complexe que coupable et innocent. Ou en tout cas, et ça sera un point important pour moi dans la question du conflit, c'est que peut-être qu'il y a eu un écart à la règle et que je vais aller sanctionner l'écart à la règle dans ce conflit qui m'oppose entre la justice et un citoyen, mais que c'est bien l'écart à la règle que je sanctionne. C'est pas la personne qui est mauvaise. Tout à fait. Est-ce que je suis bon, est-ce que je suis mauvais? C'est encore une fois dans ce lieu dichotomique. Pour nous, toute personne qui a été condamnée, c'est qu'elle est mauvaise, si je n'accepte pas la complexité. Et dans mon regard, un bon juge, c'est un juge qui dit, non mais moi je ne juge absolument pas la personne qui est en face de moi. Si je prends mes mots à moi cette fois-ci, pour la simple et bonne raison que je sais très bien que ce qu'elle a fait, j'en ai tous les moyens aussi. Par contre, ce que je juge, on a défini collectivement des règles communes pour vivre ensemble, et ces règles communes ne sont pas respectées. Et il faut qu'on trouve un moyen de les faire respecter, sinon on n'arrivera pas à fonctionner collectivement.
Donc ça c'est vraiment des éléments pour moi qui sont capitaux. Effectivement, je reviens à ta question autour de la paix, ben, on va retrouver des choses très similaires, puisque la paix, c'est complexe. Contrairement à la violence qui, elle, peut être immédiate et qui se déclenche immédiatement, la paix, elle va se construire sur un temps long. Elle a du mal à se construire dans l'immédiateté. Et puis, elle va nécessiter des efforts pour la maintenir, pour la faire vivre. Et elle peut disparaître comme ça. Elle peut disparaître de manière très, très rapide. Il suffit pas de grand-chose, en fait. Il suffit pas de grand-chose. Et rien que ça me permet aujourd'hui, aux gens qui me disent « Non, mais la paix, c'est un truc de bisounours », de leur dire « Non, non, venez sur scène avec moi, tentez de mettre en place la paix. » Je vais faire un parallèle. C'est comme quelqu'un qui, à l'intérieur de son équipe, veut travailler la confiance, à l'intérieur de la collective. Bah, si quelqu'un veut travailler la confiance, cette personne sait très bien que la confiance ne s'installe pas et ne se décrète pas. Vous ne dites pas « Bon, ok, là, les gars, on est ensemble aujourd'hui et on a confiance. » Il va falloir la construire, il va falloir y aller doucement, il va falloir arroser doucement les plantes, biner doucement autour, et sûrement pas tirer sur la tige. Par contre, cette confiance qu'on aura mis du temps à construire peut disparaître comme ça. Et là, on a un premier distinguo qui montre à quel point tout le travail de médiation, tout le travail de gestion du conflit est en fait un travail énorme, avec des efforts importants. Et pour ne pas l'oublier tout à l'heure, qui va demander une forme de travail je réfléchis pour voir si je ne me trompe pas, mais dans au moins 3 axes différents. Mon intime, qui je suis moi dans mon rapport au conflit, ma relation, comment j'entre en relation et comment j'évolue au sein d'un collectif ou d'une société, et ensuite la structure dans laquelle j'évolue. Quelles sont les règles, quelles sont les lois, quels sont les implicites à l'intérieur de cette structure. Et là, on a les 3 endroits dans lesquels on va pouvoir se questionner quand on va entrer dans le conflit. Tout à l'heure, je disais que je venais, moi, d'une famille qui n'aimait pas le conflit. Je ne saurais pas dire combien d'années, et je ne suis pas sûr que tout soit résolu, mais j'ai mis un temps de dingue à me rendre compte que quand je disais tout au long de ma vie, mais moi, je n'ai jamais été en colère, c'était complètement faux. Par contre, j'étais devenu un champion olympique de masquer cette colère, et tellement bon en tant que champion olympique que même moi, je ne la voyais pas. Pourtant, elle était là. Pourtant, elle était là, puisque cette colère, chez moi, avait tendance à se traduire en sentiment de déprime. J'ai fini par comprendre un jour que quand ce que je ressentais, que j'avais fini par appeler déprime, était présent, c'est pas que j'étais déprimé, c'est que c'était ma stratégie pour ne surtout pas aller dans la colère, pour m'avait présenté ma vie comme étant quelque chose qui n'était pas bon. Et ça, ben, si je le ramène, pour faire le distinguo entre colère et conflit, si je le ramène à la question du conflit, ben, ça m'éloignait systématiquement du conflit. Ah oui, je suis un super promoteur de faire que les gens s'entendent bien. À tel point qu'un jour, une collègue dans une réunion s'est mise en colère contre moi en me disant « Tu nous en... Hein ?» Parce qu'à chaque fois qu'on est opposé sur quelque chose, tu finis par nous dire « Mais vous dites la même chose. » Et c'est vrai que quand je le rentrais dans la complexité, moi, je finissais par creuser ce qu'ils étaient en train de dire, et puis j'arrivais à un socle commun qui était évident. Ils avaient envie de continuer à travailler ensemble. Donc, ils trouvaient des solutions, et je traduisais ça par « vous dites la même chose », puisque ça me permettait d'éviter la tension du conflit. Donc ça, c'est la question de l'intime. Peut-être que sur cette question de l'intime, pour la creuser un tout petit peu, je vais mettre des étapes. Dans ce rapport qu'on a les uns les autres au conflit, dans cette inquiétude qu'on a dans le rapport au conflit, puisque derrière, il y a vraiment l'émotion de la peur qui va apparaître dans la dimension conflictuelle, elle peut être une peur physique, si je suis à la guerre, elle peut être une peur sociale, ne pas être reconnu, ou elle peut être une peur de relation amoureuse, que mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mon chéri ou ma chérie ne m'aiment plus. En tout cas, la peur est bien présente. Et j'aimerais faire sentir ça aux auditeurs ou aux participants, c'est le temps dans lequel je ne vois pas que la peur est présente, que ma peur du conflit est présente. Puis ensuite, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté chez moi. Alors, je la mets à gauche parce qu'en italien, sinistre, c'est la gauche qui a donné chez nous le sinistre, c'est-à-dire ce qui n'est pas. Donc le sinistre est à gauche, et au bout d'un certain temps, je finis par me dire, oula, il y a un truc là, de ce côté-là, que j'aime pas chez moi. Alors je l'aime pas. Mais je tourne encore pas la tête. Par contre, je sais qu'il est là. Et tout doucement, en avançant sur chemin par rapport au conflit, je commençais à tourner la tête doucement, à dire, bon, là, il y a des trucs quand même, j'ai beau me défendre et dire que j'ai raison, il y a quand même un truc qui n'est pas très clean à cet endroit-là. Jusqu'au moment où je tourne vraiment la tête, jusqu'au moment où je m'en rapproche, jusqu'au moment où je passe la main autour de l'épaule, parce que cette partie de moi que j'aime pas, bah, il se trouve que c'est moi aussi. C'est pas que moi, mais c'est moi. Et tout le travail, ce qui me ramène à mon sujet de puissance et vulnérabilité,
tout le travail sur puissance et vulnérabilité qui m'a amené, moi, à une conclusion qui est de dire, mais en fait, ma puissance est fille de ma fragilité. C'est en fait de dire, je ne deviens réellement puissant que quand j'ai réussi à prendre autour du bras et à embrasser pleinement mes propres fragilités qui font que je vais rentrer en conflit ou qui font que je vais mal le gérer avec des stratégies qui ne seront pas les bonnes. On les connaît, les stratégies. Hein. Je vais mentir, Oui. je vais agresser, je vais humilier. Enfin, on les connaît très, très bien. Il n'y a que quand je vais reconnaître que c'est là et que ça, c'est pas un mal en soi, c'est moi. C'est comme ça que je suis constitué et qu'il va falloir que je fasse autrement si je veux que ce soit meilleur. Alors je deviens réellement puissant. Conclusion pour moi, ma puissance est fille de ma fragilité. C'est fille de ta fragilité. Oui. Et pas fille de ma force, en fait. Donc ça, c'est la partie de l'intime. La partie relationnelle, tout à l'heure, j'ai évoqué Thomas, donc Marshall Rosenberg sur la question de la communication non violente, mais qui est une porte d'entrée, hein, une méthodologie. Tout à fait. Moi, elle me convient bien, mais il y en a plein d'autres. Là, on est plutôt sur cette... Enfin, on est plutôt... La question de l'intime est aussi présente en CNV. Mais si on passe sur la partie relationnelle, ben, la CNV l'évoque énormément. C'est comment j'entre en relation avec l'autre, comment j'arrive à lui expliquer ce que je perçois, ce que je suis en train de ressentir, et ce dont j'ai besoin, les émotions que j'ai derrière, et comment ces émotions viennent dire chez moi une forme de besoin. Si l'autre me fait peur, en fait, j'ai un besoin de sécurité. Donc, ce que je vais pouvoir lui exprimer, c'est pas seulement j'ai peur, c'est j'ai un besoin de sécurité. Si l'autre m'a mis en difficulté, si l'autre m'a mis en colère, j'ai un besoin d'apaisement. Donc ça serait le cran numéro 2, comment je vais le travailler. Et puis le cran numéro 3, qui permettra de faire la boucle avec cette question de la paix économique, en tout cas sur sa facette du conflit, bah, c'est vraiment la structure dans laquelle je vis. Et on vit dans quel type de structure? Bah, on vit, si je reprends mon point de tout à l'heure, on vit dans une culture, donc dans un paradigme qui n'est pas universel. Change de culture, change de paradigme. On vit dans une nation qui a posé des lois. Alors, il se trouve qu'on vit maintenant, nous, sur un continent qui a posé des lois, mais on vit dans une nation qui a posé d'autres lois formelles et dans une entreprise qui a une charte et qui a elle aussi un règlement intérieur, donc encore des lois formelles, puis dans une équipe qui a certainement créé quelques lois à l'intérieur de l'équipe, mais aussi dans un pool de lois informelles, c'est-à-dire qu'une fois que j'évolue dans mon équipe, je vois bien qu'il y a des choses qui sont devenues des coutumes, qui sont devenues habituelles, et tout ça va venir en fait enserrer, contraindre mes modes de fonctionnement et peut générer de la tension et du conflit si ce n'est pas régulé correctement. C'est sûr. Ça pour dire quoi? C'est que la question de la paix requiert une compétence première fondamentale, c'est ma capacité à la confrontation. Et entendez dans confrontation, non pas combattre, mais confrontation, c'est faire face. Faire face. Faire face à ce qui est en train de se passer, et faire face n'a pas besoin de violence, y compris quand l'autre est agressif. Mais maintenant que je l'ai dit ça, on voit bien le chemin qu'il y a à parcourir. Parce que la personne que vous avez devant vous à l'écran, quand il se fait insulter, faire face en restant tranquille, en disant « Ok, là, il y a un sujet qu'il faut qu'on traite ensemble, mais t'arrêtes de m'insulter », c'est pas facile tous les jours. C'est pas simple. Et ça commence déjà par soi, en fait. Dans la confrontation, il y a d'abord, et je te remercie de le rappeler, et c'est la raison pour laquelle c'est tellement complexe, c'est que déjà, tu te confrontes à toi-même. Et là où, moi, il y a eu un avant et un après dans tout mon parcours. C'est quand j'ai compris que le meilleur ennemi, je vais dire le meilleur ennemi parce que je m'aime bien, c'est moi. Et que je suis tombée sur un ouvrage de Uri, Être en accord avec soi-même pour mieux négocier avec les autres, qui est assez pertinent et qui m'a aussi, comment dire, consolée sur ce que je peux être et d'accueillir sans jugement, parce que bon, c'est aussi ma personnalité, mes failles, mes stratégies. Et à partir du moment où ça s'est étiolé, il y a eu d'autres portes qui ont pu être possibles pour construire la paix et construire les accords et être dans un système. Alors moi, c'est le système judiciaire. Être dans un système dans lequel je peux naviguer tel un petit poisson. Il faut faire attention quand même, mais voilà. Si je rebondis, parce que si effectivement il y a systémique là derrière, je fais partie, moi, des gens qui pensent que la dimension de l'intime est la dimension première et fondamentale.
il ne faudrait pas que les gens entendent que pour tout le monde, c'est forcément le cas. Pour moi, elle est prioritaire, elle est principale, mais si vraiment on veut regarder la vie comme un système, il y a des gens qui vont rentrer par d'autres aspects. Il y a des gens qui vont rentrer par la dimension interrelationnelle, d'autres qui préféreront rentrer par la dimension organisationnelle. Et surtout, donc ça c'est un premier point, ne pas croire que c'est pas parce que j'ai pas fait 30 ans de thérapie que je peux pas m'y mettre en rentrant par mon lieu de travail, je peux. Ça m'empêchera pas d'avoir à passer dans les 3 axes à un moment donné. Ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui peut être attaché, ou une incompréhension qui peut être attachée à l'idée de cette dimension de développement personnel et fondamental, c'est quand ces raisonnements sont poussés à l'absurde, de temps en temps on peut finir par y entendre « tout est de ma faute ». Puisque finalement, c'est mon regard, c'est mon analyse, c'est ma compréhension, c'est mon développement. Ce qui n'est pas le cas non plus, puisque là derrière, il n'est pas question de faute, il est question de qu'est-ce qui vient influencer mon rapport au conflit. Donc, il ne faut pas aller chercher dans ce travail de développement personnel l'idée que ça serait de ma faute. Dit encore autrement pour les gens qui sont résistants, pourquoi ça serait toujours à moi de changer? Oui, tout à fait. La question, parce que la réponse ou la résistance de pourquoi ça serait à moi de changer, elle est déjà en compétition. C'est-à-dire, pourquoi c'est pas l'autre? Et en fait, c'est de réussir juste à se rendre compte de ça pour se dire, OK, mais l'autre, j'ai pas la main. Par contre, moi, j'ai la main. Ça, c'est certain. Donc, c'est pas que c'est toujours à moi de me changer, c'est pas que c'est de ma faute. Si je reviens de la faute, c'est qu'à la place de la faute, j'ai une part de responsabilité dans ce qui se joue et je vais la prendre. Et j'ai une part d'action possible dans ce qui se joue que je n'ai pas chez l'autre. Et là où je vais pouvoir doucement aller à cet endroit-là sans être coupable à travers cette idée de la dimension du développement personnel ou de la dimension individuelle. Ouais, c'est juste Ensuite, pour continuer sur la difficulté de la paix, je suis certain que dans les questions de la médiation, on retrouve la même chose. Comme on est dans une culture binaire, et encore une fois, je m'appuie là-dessus, puisque l'actualité du moment le présente bien, qui fait valoir le combat ou l'agression au profit de la paix, bien sûr que tout ce qui semble parler de paix semble parler de quelque chose d'impossible, de bisounours, d'angélique, et ainsi de suite. Et dans la médiation, on va retrouver quelque chose de similaire. Et là, je voudrais faire encore une fois un petit jouet au prof, en fait. Quand on regarde le vocable de paix, si on veut chercher culturellement, si on veut chercher un point d'ancrage pour dire mais non, ça peut se jouer autrement, en Occident, en tout cas dans l'Occident latin, la paix, c'est pax. Et pax, ça vient du pacte. Le pacte entre deux factions qui décident à un moment donné d'arrêter l'agression. C'est ça notre vision dans notre dose mentale, c'est un arrêt de l'agression qui fait conclure à tout un ensemble de personnes. Si c'est un arrêt de l'agression, on voit bien du coup que notre nature est agressive et qu'on est obligé de signer un pacte pour que ça s'arrête. Donc de faire la paix. Il faut qu'on fasse la paix. En Inde, il y a 2 vocables. Je décale exprès géographiquement pour montrer comment les points de vue peuvent être différents. En Inde, il y a 2 vocables. Le vocable aviroda, a privatif, viroda, la guerre, donc la même chose que nous. La paix, c'est quand il n'y a pas de guerre. Et puis on a un deuxième, que plein de gens connaissent maintenant en Occident, qui est shanti, qui veut dire en gros l'harmonie intérieure. Donc un Indien qui entend parler de la paix, il ne va pas utiliser le même mot quand il veut parler de ces 2 concepts-là. En tout cas, il a la possibilité en lui de jongler avec les 2, alors que nous, on n'en a qu'un. Et puis maintenant, si je vais en Extrême-Orient, en Chine, c'est Reping, au Japon, Eiwa, mais c'est les mêmes kanji chinois pour les 2, même s'ils sont mis à l'envers au Japon, par rapport aux Chinois. Et Eiwa, comme Reping, c'est le calme intérieur. C'est-à-dire qu'un extrême-oriental n'a pas d'autre mot pour évoquer la paix que de parler de l'expérience et de l'harmonie intérieure. Et là encore, par rapport à notre propos juste d'avance sur le travail sur l'intime, sur ces 3 axes, l'intime, le relationnel, l'organisationnel, on voit que finalement un oriental rentrera aussi assez vite dans l'intime, puisque la paix va passer à travers cette harmonie intérieure. Alors qu'on voit, nous, donc des gens qui vont être plus orientés sur la dimension de l'introversion, sur la dimension de la personne, là où le monde occidental est plus orienté sur la question sociale. La paix, c'est quand ça se calme d'un point de vue social. Social, ouais. Et du coup, alors pourquoi paix économique? Alors pourquoi paix et économie? Simplement parce que dans le constat que je faisais, qu'on faisait avec mes collègues, quand on a démarré, moi c'était un constat qui était assez ancien à partir de la souffrance au travail, mais qui est un constat que plein de gens connaissent, qui était de me dire, y compris pour moi, mais comment on en est arrivé à faire une culture dans laquelle la plupart du temps, quand les gens vont au travail, ils n'ont pas envie, ils sont tendus,
ils sont en tension, en douleur, et puis ensuite en burn-out, en dépression, en suicide, etc. Qu'est-ce qu'on a bien pu construire comme schéma pour que ce soit ça qui soit provoqué, plutôt que la joie d'aller contribuer à quelque chose qui fera vivre la société, qui fera fonctionner la société, si je prenais un opposé. Dit maintenant avec des mots un peu plus académiques et directs, si on accède à l'idée que les crises qu'on traverse depuis une trentaine d'années sont toutes liées à ce que j'ai appelé moi les hyper-compétition, hyper-consommation, hyper-globalisation, hyper-financiarisation, hyper-exploitation. Et les crises, c'est quoi? C'est les crises, tout à l'heure, si je parle de l'humain, j'ai parlé de dépression, burn-out, stress, etc. Je pourrais pas parler des déplacements de population quand il y a des gros sites industriels qui ferment, de territoires qui deviennent des déserts, on appelle ça des déserts territoriaux, des conflits sociaux, si je continue à agrandir, des problèmes environnementaux, des problèmes climatiques et des guerres. Alors, la chose intéressante, c'est jusqu'à la guerre en Ukraine, à chaque fois que dans notre sujet sur la paix économique, on abordait la guerre, tout le monde se moquait de nous en disant n'importe quoi. Depuis l'Ukraine, ça rigole moins. Et depuis 2 mois, avec ce qui vient d'arriver aux États-Unis, ça rigole encore moins. Tout ça pour dire quoi? La paix économique, c'est quoi? C'est des chercheurs qui disent, puisque notre système économique est devenu fondamentalement hégémonique et finit à travers les hyper à être le promoteur de l'ensemble de ces types de crises différents, de l'intime jusqu'au climat, jusqu'à la guerre internationale, alors il faut absolument repenser le modèle économique, puisqu'on a besoin d'une économie. Pas d'économie, on n'est pas capable de se parler à travers l'ordinateur. J'ai pas de pull, j'ai pas de t-shirt, j'ai rien s'il n'y a pas d'économie. Donc l'économie est fondamentale pour l'être humain. Donc l'objet, c'est pas réduire l'économie, l'objet, c'est repenser une économie qui ne soit plus avec un intérêt de l'individu et un profit individuel, mais qui soit une économie qui redevienne au service du bien commun. Et donc la paix économique, je vais le redire avec la définition qu'on avait mis il y a 15 ans de c'est quoi une entreprise. Si aujourd'hui encore on demande à un étudiant, une étudiante d'école de management à quoi sert une entreprise, allez, à 80%, ils vont vous dire ça sert à faire du cash, à faire du profit. Ben, nous, on dit oui, mais ça, c'est pas sa finalité. C'est du profit. Pourquoi? Le profit, c'est que l'étape intermédiaire. Et ce qu'on a posé nous, alors quand je dis on cette fois-ci, c'est pas juste des chercheurs, c'est les chercheurs et les entreprises qui nous ont financé pour que cette chaire de recherche existe. Puisque ce sont des entreprises qui ont financé, qui ont demandé à ce que ce travail-là se fasse. Nous, ce qu'on a écrit donc ensemble, c'est le but de l'entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Ça, c'est son but à l'entreprise, qu'elle soit de service, d'industrie ou de ce que vous voulez. Et pour faire ça, il y a un ensemble d'incontournables, parmi lesquels le bénéfice. On sait très bien qu'une entreprise qui ne génère pas de bénéfice ne va pas pouvoir grandir, ne va pas pouvoir se développer, ne va pas pouvoir exister. Donc oui, c'est présent. Mais premièrement, j'ai tendance à ne plus utiliser le mot profit, même si techniquement, d'un point de vue comptable, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Pourquoi j'utilise moins profit dans mon langage à moi? Parce que c'est devenu profiter. Alors qu'en latin, initialement, ce mot de profit parlait plutôt de ce qui va me permettre de mettre en action. Si on avait réussi à le garder comme ça a encore une fois du sens. Pourquoi une entreprise doit faire du profit? Parce que le profit, c'est ce qui va lui permettre de se mettre en action. Pourquoi j'ai gardé bénéfice? Parce qu'en latin, bénéfice, c'est benevolente, c'est faire le bien. L'entreprise, pourquoi fait-elle du profit? Pour pouvoir contribuer à faire le bien au niveau de la société, en fait. Donc voilà cette idée. Et dans ce travail sur la paix économique, on a les mêmes axes de développement que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la dimension de l'intime? Dit autrement, sur toute la dimension éducative, de la plus tendre enfance, je vais y revenir, jusqu'à l'âge adulte et le temps où je suis devenu un professionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la dimension relationnelle et collective? Qu'est-ce qu'on peut faire sur la dimension organisationnelle, et dans le rapport avec la nature, voire avec les espèces, les autres espèces. Parce qu'on voit bien que, et là je continue sur la question guerre et paix économique, que notre modèle économique a fini par nous faire voir le monde comme un objet d'exploitation. Tout ce que l'être humain voit aujourd'hui quand il regarde l'extérieur, c'est comment je vais tirer profit de. Là où la paix économique dit, il nous faut réapprendre à voir le monde comme un sujet de relation. C'est-à-dire quand je regarde l'extérieur, ce qui prime, c'est comment est-ce que je suis en relation avec ça, et non pas comment est-ce que je vais tirer profit. Si je le dis autrement, quand je rencontre quelqu'un et que je finis par me lier de sympathie, je peux tout à fait me poser la question, est-ce que je suis en train de me lier sympathie parce que je crée du lien, et que ça m'intéresse d'être en lien,
Ou est-ce que je suis déjà en train de me dire, tiens, mais en fait, elle est avocate, elle. C'est pas mal d'avoir une amie avocate, parce qu'on ne sait jamais. Excuse-moi de jouer avec ça, mais c'est quand même... Oh bah écoute, c'est monnaie récurrente. C'est la véritable idée qui est derrière notre paradigme occidental, voir le monde comme un objet d'exploitation. Donc les animaux sont vus comme exploitation, les ressources humaines s'appellent toujours des ressources humaines, objets d'exploitation, tout est perçu comme un objet d'exploitation. Et ça, pour moi, sur la question de la paix économique, ce qui permet de montrer à quel point la question de la paix économique, ce qui est fondamental dans le vocable, c'est paix. C'est paix et vivre ensemble. Économique étant le moyen pour améliorer cette paix-là. Et c'est de se rendre compte que cette paix économique, elle vient toucher l'ensemble du système. Si je reprends un tout petit peu tous les axes, pourquoi c'est intéressant d'un point de vue de l'intime, et je vais prendre que cet exemple-là, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais je vais me centrer maintenant sur la question éducative. C'est intéressant parce qu'il faut absolument travailler dans les entreprises pour que ces managers, employés, dirigeants d'aujourd'hui qui ont tous été formatés à un profit profitable, profiteur, pouvoir leur donner d'autres pistes et pour les millions de personnes qui ont envie que ça se passe différemment. Parce qu'ils en ont envie, mais elles ne savent pas comment faire, elles n'ont pas eu l'éducation à ça. Donc comment est-ce qu'on travaille dans les entreprises? Ça, c'est l'éducation court terme. La moyen terme, c'est quoi? C'est comment on travaille avec les étudiants qui vont devenir des managers. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos futurs managers aient une capacité d'appréhension du monde économique qui ne soit plus la même? Et pour prendre la caricature, c'est pas dur. Hein. Là, il suffit de regarder de l'autre côté de l'Atlantique et on voit que ce modèle économique hégémonique a pris la main, y compris sur le politique. Et là, on a l'exemple, jusqu'à présent, je n'avais pas un exemple aussi caricatural. Là, je l'ai. Oui. C'est-à-dire, il y a la guerre, il y a la guerre à Gaza, bah, c'est pas grave, je vais vous en faire une Riviera. C'est ça la réponse, qui est la réponse businessman pour un président. Donc là, on est sur le moyen terme, comment former différemment, comment éduquer différemment, et ensuite, on a le long terme. Comment est-ce qu'on fait pour éduquer nos enfants de manière différente, pour que les comportements prosociaux, qui seront les comportements nécessaires pour lesquels toi comme moi, nous n'avons pas été éduqués vraiment à ça, pour que ces comportements prosociaux deviennent les comportements principaux de la relation humaine, et non pas leur opposé, c'est-à-dire les comportements d'agression. Pourtant, si on regarde encore aujourd'hui, et je fais une parenthèse, malgré tous les efforts des millions d'acteurs qui tentent que ça se passe différemment, instituteurs, professeurs, enseignants, etc., qui veulent que ça se passe différemment, il n'empêche que pour l'instant, le système reste un système de hiérarchie verticale. Et dès que je rentre à l'école tout gamin, ce qu'on va inscrire en moi, c'est une forme plus naturelle d'entrer en combat contre l'autre, de surtout pas lui donner une information si ça pourrait l'aider à progresser dans sa note, il vaut mieux que la mienne soit quand même meilleure que la sienne. Et là, se met en place, des fois de façon involontaire, tout un schéma qui va venir m'amener dans mon monde adulte à être dans un rapport, si je reprenais tes mots de tout à l'heure que j'ai pu tout à fait, je vais me faire avoir. Il faut que je sois très attentif parce que je vais me faire avoir. Et puis pour aller au bout du schéma, on travaille avec une entreprise qui gère des crèches aujourd'hui et pour laquelle le fondateur nous dit, nous depuis des années, on travaille sur l'apprentissage des enfants entre 0 et 3 ans. Ils y travaillent principalement jusque-là sur la question du vocabulaire parce qu'on s'est rendu compte très vite que des gamins qui vivent dans une famille entre guillemets éduqués, au sens nord-américain du terme, arrivent en crèche avec 2000-2500 mots de vocabulaire, là où des gamins d'une famille plus défavorisée peuvent arriver avec 200-300 mots. Et là, on voit qu'on a un point de départ d'inégalité monstrueux, en fait, qui aura du mal à se rattraper au fur et à mesure du temps, d'autant plus qu'une fois que le gamin va rentrer dans le système, là, les marqueurs vont apparaître. Donc, il y a un énorme travail à faire là-dessus, et bien entendu que les enfants les plus jeunes, et je pourrais revenir à la question de la médiation ou du conflit, si on les fait entrer plus tôt dans la question de qu'est-ce que c'est que réguler les tensions, qu'est-ce que c'est que prendre sa responsabilité dans un conflit, tenir son côté du chiffon, alors j'ai beaucoup plus de facilité à ne pas tomber dans les stratégies qu'on connaît tous, et là je vais revenir à quelque chose qui est très commun pour nous tous, c'est que face au conflit, nos premières stratégies vont être des stratégies d'évitement. Et elles vont prendre 3 grandes formes, si je dois les catégoriser. Elles vont prendre une forme de fuite, très directement, c'est-à-dire je ne vais pas rester, ou je vais dire à l'autre non mais tu as raison, etc. Donc tout ce qui va me permettre ça. Elles vont prendre une forme d'agression. Excusez-moi des mots, mais c'est ta gueule, parce que si tu le redis encore comme ça, tu vas t'en prendre une. Mais qui est une autre forme de fuite, qui est aussi une fuite pour moi. Et puis elles vont en prendre une troisième, si je dois les catégoriser, d'un côté la fuite, de l'autre côté l'évitement, l'agression, et le troisième, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la manipulation.
Ah non, mais en fait, j'ai piscine, là, je ne peux pas rester aujourd'hui. En fait, ce n'est pas que j'ai piscine, c'est que je ne veux pas rentrer dans le conflit. Et ça, si les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, ils feront attention, vous verrez que, et posez-vous la question, dans les jours qui viennent de se passer, combien de fois vous êtes retrouvés dans un lieu, dans une réunion, dans quelque chose où un sujet est abordé que vous n'aviez pas envie d'aborder, et ça peut être complètement légitime de ne pas avoir envie, mais ce qui va apparaître, ça n'est pas quelque chose qui pourrait être, excusez-moi, là je sais que c'est le sujet, mais aujourd'hui je ne peux pas, je ne me sens pas, là je suis préoccupé par autre chose, on gérera plus tard, qui serait la prise de responsabilité de ma non-application aujourd'hui, puisque dans la responsabilité, ça ne veut pas dire que je dois faire. Ma responsabilité peut être de dire, mais non, je ne ferai pas aujourd'hui, mais je la prends. Donc, ce n'est pas ça qui va se passer la plupart du temps. C'est, si je reste dans l'évitement intérieur, une petite phrase qui dit, laisse tomber demain. Laisse tomber, c'est pas ce soir, ils t'écouteront pas. Donc, ferme-la, c'est le week-end, on verra plus tard. Donc, ça, ce serait du côté de l'intime. De l'autre côté, c'est ce que j'ai dit, ça va être la menace ou l'humiliation, et puis du côté de la manipulation, l'humiliation elle sera d'ailleurs là, du côté de la manipulation, ça va être l'humiliation, l'humour, la blague, la chose qui va me permettre de m'en sortir. Et ça, on le connaît tous. Et là, on est très directement dans cette nécessité de travailler à la paix économique sur son versant très long terme, moyen terme et court terme. Tout peut bouger à tous les âges, même si, à mon avis, on aura plus de chance si on arrive à le faire sur du temps long. Voilà, donc c'est ça, cette question de la paix économique. Avoir un système socio-économique stable, performant, puissant, capable de contribuer à la vie heureuse. Puisque j'oublie quelque chose que je n'ai pas dit depuis le début, c'est quoi l'intention de tout ça? À la fin, c'est la joie. Et là-dessus, ça vient perturber beaucoup de monde hein, quand je prends ce gros mot-là. Parce que les gens disent, non mais attendez, il y a l'effort, oui, il y a l'effort, il y a tout ça. Mais là, j'aurais envie de questionner en disant, Jean, mais redites-moi pourquoi vous travaillez? Pour gagner de l'argent. Ça d'accord. Mais gagner de l'argent, ça va être un moyen de quoi? Ça va être une maison. J'ai besoin d'une maison. Ah bon, mais pourquoi vous voulez une maison? Parce que je m'y sentirais mieux. Ah, mais pourquoi? Parce que mes enfants, je pourrais les élever chez moi. Ah, mais pourquoi? Mais parce que quand je pourrais me... Donc derrière, la véritable question, c'est la question de la joie. Et il n'y en a pas d'autre en arrière-plan. Alors, je pourrais jouer à François Tcheng qui dirait il y a la question du beau. Oui, parce que pour moi, dans la joie et le beau, ce sont des choses qui sont quasi superposables. Et ça, dans la dimension du conflit, comme le mot de conflit est utilisé, on ne le voit pas. Mais c'est quoi le travail sur la médiation, sur la régulation du conflit? C'est un travail, je vais le dire plus techniquement, mais c'est un travail d'homéostasie vers la joie. Tout à fait. C'est la finalité de la chose, en fait. Est-ce que je suis en train de dire que si on fait tout bien, on sera tout le temps en joie? Non. Notre point de départ, maintenant 1 heure, ça a été de dire que la vie, c'est friction. Ça, c'est certain. La vie, c'est friction. Et la question, elle est, là-dedans, dans ce système de vie en friction, comment on fait pour établir le plus possible de joie? Dit autrement encore. Nous allons terminer sur cette question. Alors, je vais terminer avec la question de la paix. La paix, c'est pas tout va bien. La paix, c'est comment au milieu du chaos, ou au milieu de la friction, ça dépend comment je l'appelle, ça dépend le mot que je vais mettre, comment est-ce qu'au milieu de tout ça, je peux préserver de la paix, je peux ramener de la paix, je peux mettre de la paix, ou de la joie si je vais superposer les deux. Et c'est ça la véritable question. C'est pas que tout aille bien. En fait, je vais le terminer avec ma petite phrase habituelle, pour une raison simple, c'est pas parce que rien ne va mal que tout va bien, qui sera pour un autre épisode, c'est-à-dire son opposé de notre culture qui a voulu nous faire croire que si nous devenions des experts de la résolution de problèmes, alors tout irait bien. C'est pas vrai. Tout irait bien, oui. Pour que ça aille bien, il faut qu'on sache résoudre le problème et qu'on sache mettre en place les conditions de la joie. Vaste programme. Merci beaucoup, Dominique. C'était un vrai plaisir, comme à chaque fois, d'échanger sur tous ces sujets avec toi. Merci de ta participation et de ta présence et de ton soutien. Peut-être sur un autre épisode, on va vous laisser sur cette question. Bonne réflexion à tous. Et je vous prie de m'excuser si j'arrive pas à faire des coupures ou un autre montage pour les aboiements de ma chienne. Je vous souhaite une bonne après-midi et une très belle journée. Merci, Dominique. Merci, au revoir.